Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Losers Club. Je suis Thierry. Je vous présente Mickaël. Bonjour, c'est nouveau. Ici. Et mon habitué, Yershad, avec qui j'ai créé la chaîne, évidemment. Vous m'avez déjà vu dans plusieurs vidéos déjà. Notamment la vidéo de Cannes. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 jeux, comme d'habitude. On va vous parler de Pirates de Maracaibo. Qu'on a joué grâce à Yershad. On va vous parler de Château Combo. Juste parce que c'est la hype, hein. Oh. Et on va vous parler de ça clash déjà. les rats de Wistar. Alors dans Pirates de Maracaibo ou Pirates of Maracaibo, je ne sais pas pourquoi je veux toujours le dire en anglais. C'est un jeu globalement de cartes. Est-ce que c'est un jeu de cartes? Oui, c'est peut-être un peu un jeu de cartes dans lequel on a en fait plein d'îles différentes avec des cartes et dans lequel on a un petit bateau et ce petit bateau on va le déplacer dans les cartes. Et à chaque fois on va avoir le choix en fait de prendre la carte pour améliorer notre bateau parce qu'on a une petite cale où on va pouvoir avoir des pouvoirs passifs, des points de fin de partie, récupérer des ressources. Concrètement, on fait plein de trucs dans Pirates of Maracaibo, mais on fait un aller et un retour. Non, on fait un aller, un deuxième aller et un troisième aller. C'est ça. On fait 3 allers et c'est fini. Et globalement, le but, c'est d'avoir des très bons allers. Et comment on a des bons allers? C'est comme j'ai dit, en récupérant des ressources, en améliorant la cale. Et puis voilà. En fait, je sais, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais globalement, on a tous différentes ressources qu'on peut obtenir, des trésors, hein. On est des pirates, donc on va récolter des trésors qui sont l'or, les perles et les émeraudes. Et le but du jeu globalement, c'est de récupérer ces ressources en lançant des dés justement. Donc il y a un petit côté hasardeux avec les dés. Et on va ainsi diminuer aussi, on a des îles qui vont avoir ces ressources. Et à chaque fois qu'on prend les ressources dans ces îles-là, on va diminuer le nombre de points qu'on peut obtenir à la fin. Parce que le but du jeu, c'est d'obtenir des points. Globalement, c'est juste ça le but du jeu. Et on va obtenir des points de différentes manières. Et notamment, justement, grâce à ces trésors, plus on prend le même trésor, plus on va diminuer le nombre de points qu'on aura à la fin, parce que du coup, tout le monde en veut de ça. Par contre, une ressource que pas beaucoup de monde en veut, eh bien, c'était très français ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va valoir plus de points à la fin de la partie, contrairement aux ressources où tout le monde va en piocher. Et puis, c'est ça le jeu. Ça, c'est un aspect du jeu, je dirais. C'est juste que c'est l'aspect préféré de Mickaël qui aime bien être un pirate. Mais moi, je trouve justement... Alors oui, le jeu te donne l'impression que c'est ça le jeu parce qu'il te donne envie de récolter des trésors et tout le monde va globalement récolter des trésors. Oui. Mais c'est pas forcément ce qui rapporte le plus de points. C'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est très salade de points. Tout rapporte des points. Oui, tout rapporte des points. Et tout est un peu moteur aussi. C'est-à-dire que même les trésors, à chaque fois tu gagnes de l'or, tu gagnes des pièces. Donc, en fait, tout est un peu moteur. Et en fait, c'est assez, au final, basique dans les trajectoires. Parce que, en fait, la première trajectoire, t'essayes de faire ton moteur. La deuxième, tu vois là où t'es fort. Et la troisième, tu scores à fond les ballons, quoi. Enfin... Oui, ça. Ouais, globalement, c'est un jeu où il y a plusieurs pistes. Il y a une sorte de piste de scoring de ressources où chaque ressource va avoir des points différents en fonction de l'offre et la demande. Il y a une piste exploration où on va pouvoir emmener un explorateur pour gagner des bonus immédiats, entre guillemets, pour pouvoir booster un peu notre action. Il y a la piste bateau, on va pouvoir avancer et récolter des cartes pour pouvoir construire un moteur et améliorer aussi nos actions pour plus tard. Donc il y a on peut un peu aller partout. Tout est gratifiant. Tout de toute façon sera plutôt facile à faire et on a des quêtes personnelles. On peut faire 6 quêtes dans la partie ou n'en faire qu'une. On a des objectifs. On a 4 objectifs dans chaque partie. Un peu c'est pareil, on a l'impression que ça va guider la partie, mais en fin de compte on peut gagner en faisant que 1 ou 2 et puis on peut essayer de faire les 4. Enfin voilà, il y a vraiment le jeu est assez libre dans ce sens-là. On n'a pas dit que c'est adapté de Maracaibo, donc de Pfister, hein. C'est encore un jeu de Pfister, mais il n'est pas tout seul. Je suis pas sûr qu'il ait fait, enfin je sais pas s'il a tout fait, mais en tout cas il est co-auteur. On améliore notre bateau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre petit bateau qui avance, mais devant nous, on a la représentation, on va dire, de notre plateau joueur en tant que bateau, et on l'améliore. En fait, ça va booster nos actions. Ça, c'est Pfister à fond. Et c'est aussi, c'était déjà le cas dans Maracaibo pour le coup. Sauf que Maracaibo, en fait, on faisait des tours de plateau. Comme dans Great Western Trail, on fait des tours des Caraïbes sans cesse. Là, voilà. Là, ce qui va être dur, c'est de savoir
optimiser sa trajectoire, sachant qu'il y a un tempo aussi assez fort, c'est que dès que quelqu'un arrive, alors je sais pas où, à Maracaibo. Maracaibo, ouais. Dès que quelqu'un arrive à Maracaibo, et ben ça va mettre fin à chaque manche. Ouais. Vu qu'il y en a que 3. C'est ça. Et donc c'est là qu'il faut savoir il faut réussir à jauger son tempo. Si j'avais besoin de faire plus de trucs, ben tant pis pour moi. Il y a quelqu'un qui est arrivé avant et qui a mis fin à la manche, quoi. Donc ça c'est intéressant et c'est vraiment la sensation qu'il y a dans tous ces, enfin la plupart de ces jeux, je trouve. Voilà. Et pour le coup, le plateau aussi va un peu évoluer parce qu'à chaque fois, on va pouvoir, pour certaines cartes, on va pouvoir décider si on l'achète. Et si on l'achète, la carte, eh bien, ça te donnera une nouvelle carte. Donc, en fait, ça va tourner beaucoup dans le jeu. On est certain, on va dire, ah, moi, je veux cette carte, je vais essayer de l'avoir. Et en fait, la personne, elle va y aller avant nous. Mais en fait, ça va révéler une autre carte qui va permettre de faire autre chose. C'est pas très contraignant. Il y a des bonnes cartes, mais je pense que toutes les cartes elles sont assez bonnes et elles peuvent s'insérer dans chaque différente voie que l'on va avoir chacun. Comprendre sa voie, comprendre sa stratégie. Faut être vraiment monomaniaque, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Peut-être faire 2-3 axes. Je sais pas combien d'axes au total, mais ouais, tu vas être plus fort. J'ai l'impression si tu fais vraiment un truc à fond que si tu te démultiplies. Globalement, ça reste assez permissif comme jeu. Il y a peu d'interaction finalement. L'interaction elle viendra justement sur la piste bateau où on va gérer son tempo avec les autres ou se pitcher éventuellement des cartes. Sinon chacun construit son bateau et fait son exploration un peu dans son coin. Et puis on va taper 200 points et et donc on est quand même content à chaque fois, quoi. Enfin, on a fait des points de plein de manières différentes, mais on les a fait, quoi. Et puis l'amélioration du bateau aussi, on a l'impression que à la fin, on a presque des jetons partout pour améliorer. On a amélioré notre bateau presque à 100%. Ouais. Et si on n'a pas été chercher des trucs, c'est que ça nous intéressait pas. Et parce que globalement, l'amélioration, c'est soit des pouvoirs de passifs, soit des actions supplémentaires qu'on active. Donc voilà. Moi, ce que je trouve en défaut, je trouve la manipulation un poil laborieuse parce qu'on déplace notre bateau sur une carte, mais après on achète cette carte et c'est un détail, ça ressemble à un détail, mais je trouve que c'est un poil laborieux, vraiment, sur le coup. Faut faire des manipulations, faut choper la carte, nanana. Je trouve aussi qu'il est un tout petit peu alambiqué pour ce qu'il est. Ouais. On l'a présenté comme un Maracaibo familial. C'est plus que ça, c'est un peu plus costaud quand même. Moi, je trouve pas que tu le présentes à n'importe quel joueur. Il y a un apprentissage du jeu à faire, mais c'est pas non plus Maracaibo. Ouais, c'est pas non plus un jeu expert avec du dessiné de ouf, mais il y a quand même pas mal de décisions parce que notre bâton on peut l'avancer de 1, 2 ou 3 cases, ce qui représente 3 colonnes, ce qui représente environ 8 cartes, quoi. Donc chaque tour, tu as le choix entre 8 cartes. Ça fait beaucoup de décisionnel pour au final, ce qu'on a un peu dit juste avant, au final on score quoi qu'il arrive. Ça m'embête un peu et moi j'ai envie d'y jouer. Voilà, on a fait 2 et puis j'ai fait exprès dans ma deuxième partie de faire une stratégie différente parce que j'avais envie de voir autre chose du jeu. Mais j'ai l'impression qu'une fois que j'aurais vu tous les axes en l'ayant joué et en ayant vu les autres jouer, que j'aurais vu tout le jeu et je suis pas sûr que le jeu m'excite derrière, quoi. Donc je suis un peu mitigé sur ce jeu, moi, perso, pour rentrer dans les critiques. Ouais. Mais c'est plaisant. On sent quand même l'ADN de Pfister qui est assez intéressant dans le tempo. Moi, le tempo, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et de dire, mais Mickaël, arrête de rusher. J'avais encore 3 actions à faire, là. Non, mais ce que j'aime bien, moi, c'est le fait que... Alors, l'iconographie, je trouve que c'est ça qui est limitant pour moi, pour introduire un joueur. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'iconographie et je trouve que c'est ça qui rend le jeu un peu trop compliqué. C'est qu'il y a plein d'icônes et partout. Peut-être aussi des mécaniques qui sont pas assez évidentes. Toujours. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Parce qu'il y a différentes façons. On a dit, il y a différentes façons de marquer des points. Il y a une liste hyper longue de manières de gagner des points à la fin que certaines personnes peuvent oublier, hein, mais c'est bien de le rappeler. Mais je trouve que justement, en fait, ça permet d'avoir une satisfaction. C'est un jeu qui est quand même satisfaisant et t'as quand même l'impression de, quand tu réussis, t'as quand même l'impression que t'y arrives, quoi. Je sais pas, moi, après, j'étais hyper satisfait les 2 fois que j'ai joué. Vraiment, j'avais l'impression que mon plan s'enchaînait, que j'arrivais à faire ce que je voulais. Peut-être parce que justement, l'interaction était pas trop dure. Mais cette question de tempo, moi je la trouvais ça assez rigolote. Ouais, c'est quand t'as une exigence vraiment de joueur que tu vas voir la notion de tempo. Mais il y a ce qu'il y a de familial, effectivement, c'est que si on peut pas faire une action, si on peut pas acheter une carte, on peut juste prendre 5 pièces
et pour n'importe quel joueur, ça va enlever de la frustration et ça va permettre de pas être bloqué. Mais c'est un jeu où t'es pas bloqué quand même. Mais ça va pas permettre de gagner, quoi. Ça risque de ralentir. Ouais, mais ça fait au moins ça fait jouer quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il est intéressant ce jeu dans la conception de qu'est-ce qui apporte du plaisir quand on joue. C'est quoi le plaisir de jeu? Grosse question. Non, mais c'est vrai, c'est philosophe. Parce que est-ce que c'est faire quelque chose de permissif et finalement très gratifiant et pouvoir avoir beaucoup d'actions à faire et être content de construire son plateau? Est-ce que c'est faire des combos qui sont un peu plus durs à réaliser mais qui finalement sont plus gratifiants parce qu'on a réussi à un peu gagner contre le jeu entre guillemets? Est-ce que c'est de l'interaction entre les gens? Est-ce que c'est optimisé? Est-ce que c'est juste se balader et être assez plutôt contemplatif sur le plateau? Donc, je sais pas quelle est la bonne réponse moi à tout ça, mais je trouve que ce jeu il est plutôt dans la catégorie construire son plateau, être assez permissif et finalement faire pas mal de points et être jamais dans la frustration comme vous disiez. Ouais. Et c'est ce qui est fort des jeux de Pfister comme Great Western Trail ou Maracaibo, c'est que ça s'adapte au tempo des joueurs. Et si tous les joueurs décident d'avancer que d'une case à chaque tour, et ben ça va s'adapter, ça va être encore plus gratifiant et si tous les joueurs décident d'avancer de 3 cases pour prendre exactement pile les cartes qu'il leur faut pour leur stratégie gagnante, bah ça va être un combat d'optimisation. Et puis après il y a des nuances entre les deux. Donc c'est ça qui est fort avec ces jeux, c'est qu'ils s'adaptent vachement au style de joueur, je trouve. Bah moi je suis quand même plutôt positif. Même si lui il arrête pas de rusher. Ouais, mais tu vois, alors que dans Great Western Trail, j'ai du mal, tu vois, dans Great Western Trail, j'ai du mal à rusher. À voir vraiment de quoi t'as besoin. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. C'est peut-être pour ça que c'est un jeu expert. C'est beaucoup plus difficile dans Great Western Trail de savoir vraiment qu'est-ce que t'as besoin. Alors que là, c'est vraiment, je trouve, assez simple. C'est vraiment, tu veux scorer en plus t'as des cartes au début qui te disent qu'est-ce que tu vas faire comme quête. Bah effectivement moi c'était des l'or, bah du coup je vais essayer d'avoir de l'or. En plus je vois les 2 bonnes îles qui vont, parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que il y a certaines îles qui vont faire qu'il va y avoir plus d'or, qui vont venir avoir plus d'or dans l'île. Donc à chaque fois que quelqu'un y va, il met de l'or. Et donc effectivement je voyais que ces 2 cartes qui donnent de l'or, bah je vais aller souvent parce que justement moi ce que je veux c'est scorer l'or. Donc en fait ça marche bien, tout s'imbrique bien, et je trouve que c'est pour le coup assez satisfaisant et pas frustrant. Mais bon, c'est pas effectivement un jeu expert à proprement parler, mais c'est un jeu où je trouve que moi ce qui me manque un peu, mais je pense que c'est avec le nombre d'expériences, si on y joue beaucoup plus, c'est la rapidité. Moi j'ai envie que ça soit un jeu rapide, moi j'ai vraiment envie que ça soit ultra rapide et je vais là et je fais ça et ça. C'est un truc que au bout d'un moment je pense qu'on peut arriver à ça, et là ça devient vraiment presque un filler. J'exagère un tout petit peu. C'est ambitieux. Non, mais c'est pas un jeu auquel je jouerais forcément toutes les semaines. C'est un jeu que je ressortirais avec plaisir parce que c'est un peu fastidieux à mettre en place, mais après une fois que le jeu est installé, ça coule tout seul, quoi. Ouais, franchement, c'est le cas de le dire. J'espère que non. Le deuxième jeu de cette vidéo, c'est Château Combo. Je rigole parce que Hirschet connaissait pas la liste des jeux. C'est une surprise, mais je suis très content de pouvoir regarder juste sa réaction. J'espère que vous êtes content aussi qu'on parle de ce jeu. On y a joué sur BGA principalement parce qu'il est sorti sur BGA. Bah, moi uniquement, hein, je sais pas. Moi j'ai joué en réel parce que je voulais faire un avis aussi comme ça, sans vous. C'est un jeu dans lequel on va faire des combos apparemment selon le nom du jeu. En tout cas, on va faire chacun un tableau de 3 par 3 devant nous, de 3 cartes fois 3 cartes. Donc on aura 9 cartes et le but c'est que ce soit le plus optimal possible, sachant que chaque carte, à chaque fois qu'on l'achète, elle va donner des trucs, donner des pièces, donner des clés. Et à la fin, elle va aussi rapporter des points. Le but c'est de savoir quelle carte va avec quelle carte. Donc ça fait penser à il y en a qui l'ont comparé à Fantasy Realms ou à Faraway qui avait bien marché l'année dernière. Il y a un marché, ce qui est intéressant, moi la principale caractéristique de ce jeu, je trouve, c'est qu'il y a 2 marchés. Oui. Il y a le marché du palais, du château, et il y a le marché du village. Et en fait, il y a 6 types de personnages, donc 6 icônes, et il y en a 3 qui vont plutôt être au château et 3 qui vont être plutôt, voire uniquement au village.
Globalement, les villages combattent entre eux et les châteaux combattent entre eux, mais ce qui est intéressant, c'est de se sentir créatif et d'essayer de trouver les combos qui se croisent. Et voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, quand c'est à moi de jouer, j'achète une carte. Je dois acheter la carte là où est le petit valet qui se balade entre les deux marchés, de manière un peu mécanique. Hein. Des fois, on achète une carte, ça bouge le valet, des fois non. On m'impose quel marché, dans quel marché j'achète la carte, et je peux utiliser une clé pour le déplacer, ou alors je peux utiliser une clé pour renouveler le marché. Mais une clé et c'est tout. Ce qui fait qu'on est obligé de faire des petits paris à court terme, de dire est-ce que là je renouvelle et est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut ou pas. Voilà, et puis après, chacun joue à tour de rôle. Dès qu'on a tous 9 cartes, on compte les points, quoi. Et Les pièces simples. Pardon. Non, je voulais juste dire que les pièces servent à acheter, Oui, c'est ça. et les clés servent justement à faire ce que j'ai dit et rapportent un point à la fin. Mais ça, c'est du En détail. gros, les cartes ont un effet immédiat, soit on gagne des pièces et ou des clés, et elles ont une condition de scoring de fin de partie, donc il faut à chaque fois gérer un peu, jauger entre les deux. Est-ce qu'il vaut mieux récupérer des pièces pour plus tard, mais avoir une condition de fin de partie qui va pas forcément être avantageuse pour nous, mais peut-être qu'il faut quand même la prendre pour pouvoir empêcher les autres de la récupérer et de scorer. Donc Est-ce qu'on prend des cartes pour empêcher les autres de la récupérer? C'est ça la question. moi, ça m'est arrivé de regarder un peu ce que vous faisiez pour pouvoir essayer de vous bloquer quand j'avais rien d'autre à faire. Mhm. Ah, Voilà. Oui. Mais est-ce que c'est fun? Voilà. Bah vas-y. Non, mais globalement, c'est alors château combo inutile, parce que moi je vois pas où sont les combos. Bah ils sont pas immédiats. C'est des combos de fin de partie pour gagner des points à la fin, quoi. C'est des Les combos. combos de pièces aussi. Ouais, combos de pièces pour recevoir de l'argent, ouais, pour acheter des cartes, pour faire des combos à la fin de partie qui sont inutiles, qui vont juste donner des points pour la fin. Globalement, on est juste en train de faire un scoring de cartes. Globalement, effectivement, Fantasy Realms, mais à la rigueur, Fantasy Realms, c'était un peu plus puzzle que là. En fait, comme c'est pas très puzzle, parce que franchement, c'est juste mettre des trucs dans des colonnes et des lignes, bah globalement, hein, je peut-être exagère un peu, mais tu fais ça, t'as ton petit puzzle personnel qui prend 2 secondes à réfléchir, et selon les cartes qu'il y a, si c'est intéressant ou pas, voilà. Bah, c'est tout. Bah, j'aime pas du tout ce jeu. Je trouve ça, franchement, j'ai aucun plaisir. Je trouve qu'il y a aucun intérêt à faire des combos. C'est pas des combos ni de alors il y a peut-être le moteur d'argent, mais je trouve pas ça intéressant. En fait, pour moi, c'est pas T'as quand même intéressant. des cartes qui vont te donner des clés et ou des pièces en fonction de ce que les autres ont Ouais. fait aussi. Donc ça t'invite aussi à aller regarder, à aller vérifier ce que font les autres et plus ou moins les bloquer. Moi, Peut-être je joue pas ces cartes, c'est Je pour suis ça. pas forcément... Vas-y. Non, je veux dire, la manière de scorer, globalement, c'est j'ai réussi à le mettre à droite ou à gauche ou en haut ou en bas, ou j'ai réussi à avoir plein de fois le même badge, enfin le même type de personnage, quoi, genre des gens du clergé. Ou bien, il y a une mécanique que j'aime bien, c'est la bourse. Il y a des personnages qui ont juste une bourse, et en fait, c'est la réserve d'argent, parce que sinon, tout ce qui te reste en argent ne score pas. Et donc, c'est une mécanique qui sert à la fin du jeu, tu mets toutes les pièces qui te restent sur les personnages qui ont des bourses, et tu gagnes 2 points par pièce. Ça, c'est une mécanique que je pas spécialement l'habitude de voir, et il y a des combos entre eux. Donc, il y a des cartes qui te donnent 2 pièces dans chaque bourse, par exemple. Donc, en fait, je trouve qu'il y a quand même une curiosité au début d'essayer de voir un peu quelle carte existe, et puis je pense qu'il y a aussi une idée de connaître les cartes au fur et à mesure. On peut presque le rapprocher parfois de Veil of Eternity, aussi un jeu de l'année dernière, dans le fait d'essayer de trouver les combos, mais c'est quand même moins intéressant, hein, mais... Ah oui. enfin selon moi. Je suis pas aussi négatif que Michael. Je trouve que c'est un bon petit jeu. Et effectivement, il casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, il y a du plaisir dans le jeu. On pose ses cartes, on est content, on a fait son petit tableau. Effectivement, c'est pas le jeu forcément de l'année. Si on le compare à Fantasy Realms, je trouve qu'en termes d'illustration et en termes de lisibilité des cartes, il est quand même, je trouve, bien supérieur. Il y a quand même une histoire de Fantasy Realms, ça peut un peu bloquer certaines personnes. C'est peut-être un peu trop fantasy, un peu trop dark parfois. Là, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus mignon. Les cartes sont... on n'a presque pas besoin de lire les règles pour comprendre les cartes. Oui. C'est limpide. Parce qu'il est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens disent j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu, parce que moi y compris, parce que c'est hyper intuitif. je les connais, j'ai compris les combos, mais est-ce qu'on avait besoin de ce nouveau jeu? Moi, je sauve vraiment la mécanique des marchés. C'est le... voilà.
C'est le seul truc que moi je trouve intéressant, c'est la mécanique des marchés. Mais sinon, moi je me demande, mais pourquoi ça s'appelle château combo? Ces châteaux, où ils sont les combos, Moi, je comme combo. Tu veux avancer des pistes bateaux. Je sais pas, oui, c'est exactement ça. Dans Pirates de Maracaibo, c'est beaucoup plus satisfaisant. J'ai vraiment l'impression de faire des combos et d'avancer. Là, j'ai l'impression de rien faire. C'est un jeu à court terme, quoi. Les combos sont à court terme, c'est un jeu, voilà. C'est ça. C'est un filler. Pour le coup, c'est un filler. Niveau 1, quoi. Niveau 1.5, peut-être. Ouais, je sais pas. Je trouve pas ça, intéressant et fulgurant, mais après je comprends qu'on puisse avoir du plaisir. Après, bien sûr, j'ai joué sur BGA, peut-être ça aide pas. Moi, je trouve que c'est pas un jeu qui se découvre sur BGA et j'ai apprécié ma partie en réel, pour le coup. Déjà, juste pour voir ce que font les autres, c'était beaucoup plus intéressant. C'est vrai. Et de discuter, de se charrier un peu, tout ça. Et après, pour moi, c'est pas un jeu que j'aurais trouvé qui marche dans la durée. Après, on verra s'il marche dans la durée, mais... Ouais, c'est un jeu que je garderai dans ma ludothèque. Mais... Je sais pas si c'est ça le concept de la vidéo. On le garde dans la ludothèque ou pas? Ok, voilà, c'était notre avis sur Château Combo. Tu présentes le troisième jeu? Bien sûr. Je vais donc vous parler de Radwistar. Oui. C'est le seul jeu qu'on a présentement. Donc je le montre. Radwistar, c'est sorti quand? C'est sorti en avril, en mai, je sais plus. C'est sorti chez Cranio et Intrafin Games parce que c'est un jeu de Luciani. Non, pas forcément pour ça, mais de Simone Luciani et de Danilo Sabbia. En fait, j'avais fait une partie en décembre de l'année dernière. J'avais bien aimé et je disais Mickaël, achète-le quand il sortira. Mais il l'a pas voulu. Non. Donc je l'ai acheté. Et on y a joué. On y a joué 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. J'adore. On explique le jeu. Même pas de critique, voilà, j'adore. Non, j'adore pas, mais c'est un jeu dans lequel, déjà, le thème est rigolo. On joue des rats. On joue tous des colonies de rats. On sait des rats qui sont échappés d'un laboratoire, les fameux de Radwistar, que tout le monde connaît. Oui, tout le monde. Et en fait, ils ont acquis du coup une intelligence supérieure. Et ils sont capables de détourner les objets de notre jardin, de notre cuisine, de notre salle à manger, et d'en faire des trucs un peu cool. Donc c'est un thème qui donne un peu envie d'initier les joueurs. Puis après, tu les mets devant et en fait ils pleurent parce que c'est un jeu hyper exigeant. Globalement, en fait, c'est de ce qu'on appelle de la pose d'ouvrier. Donc on a 3 rats chefs qui vont faire les actions. Et chaque action va être boostée par les petites souris qu'on aura mis au préalable à côté des actions. Ce qui demande déjà beaucoup de programmation, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a mis les souris, il va falloir des actions spécifiques pour les déplacer à un autre endroit pour booster la prochaine action. Donc on va sans cesse être obligé de se casser la tête de comment j'optimise mes actions, sachant qu'on joue pas tout seul, évidemment. Oui. Donc quand on joue à 4, et pas toutes les actions sont disponibles. Advienne que pourra. Voilà. Et puis après, ça reste un jeu de construction de cartes et d'amélioration de plateau relativement simple à comprendre, dans le sens où on joue des cartes avec seulement 2 ressources, du bois ou de l'acier, du métal, quoi. Et puis sur notre plateau, on va creuser des trous dans notre colonie avec de l'acier et on va construire des lits dans nos petits trous avec du bois. Et chaque lit qu'on creuse va nous mettre une nouvelle petite souris qui va booster les actions d'après. Il y a d'autres actions qui servent à jouer des cartes ou à explorer la maison, et explorer la maison, on le sait, c'est quelque chose qui est important parce que on va y trouver plein de petites ressources, on va améliorer notre plateau aussi. Ouais, mais quand je le fais, je gagne pas. Voilà. Et puis après, on peut pas non plus rentrer dans les détails des Radwistar, mais c'est un jeu dit expert, c'est un jeu exigeant, et c'est un jeu qui, moi, je pense, qui est vraiment mieux à 3 joueurs. Et c'est surtout, je trouve, un jeu de cartes. Ouais. En fin de compte, on se rend compte assez vite que c'est beaucoup un jeu de cartes. Mais tout est difficile à faire. C'est quelque chose que t'as pas dit, parce que on veut jouer une carte, on peut pas juste jouer une carte comme dans un jeu normal. C'est vrai. Mais non, il faut aller dans une case spéciale de cette roue, parce que c'est une roue, en plus, qui va tourner à la manche suivante. Ça veut dire qu'il faut prévoir ses coups, parce que là, pour l'instant, ils sont là. Bref, c'est infernal. Et quand je joue là pour jouer, je veux jouer ma carte, je suis content. Sauf que il faut récolter, effectivement, avoir les bonnes ressources. Bien sûr, les ressources, elles sont ailleurs dans cette roue. Et quand on obtient les ressources, des fois, on veut faire une autre action, et en fait, c'est hyper difficile parce que quelqu'un va toujours aller à un moment
là où on a besoin, quelqu'un y est déjà en fait. Et c'est trop tard. Et il faut attendre la manche suivante. Et sauf que la machine enraye et c'est fini. Et là, et c'est fini. C'est combien de manches? 5 manches. Mais j'ai l'impression que c'est trop rapide. Même 5 manches, c'est trop rapide. Globalement, on pose 3 bonhommes pendant 5 manches, donc on fait 15 actions. Il y a vraiment à côté, il faut que chaque action parmi ces 15 actions soit utile. Je trouve que ce jeu, c'est l'essence même de l'expert, dans le sens où c'est des actions qu'il faut préparer sur plusieurs tours, qu'il faut en permanence s'adapter, parce qu'en fait, le plan qu'on a sur 3 tours, on va jamais le respecter, il y aura toujours d'autres gens qui vont nous en empêcher. Donc il faut s'adapter, trouver d'autres solutions, trouver d'autres chemins pour y arriver. Il faut à chaque fois tout préparer. Le plaisir du jeu, là, comme on disait tout à l'heure, là il est dans plutôt réussir son plan, son programme, et c'est extrêmement gratifiant justement quand on réussit à faire le fameux blood turn, le fameux tour où je pose cet ouvrier, ce qui me permet d'aller dans cette maison, ce qui me permet de retourner telle carte, je récupère tel bonus, ce qui me permet de faire l'action secondaire, qui me permet de machin, etc. Et je trouve que le deuxième gros avantage du jeu, c'est son design, en fait, son graphisme. C'est un jeu expert, mais avec un thème chaleureux et avec un peu d'humour. Ce qu'on voit très peu, ce qu'on voit assez rarement, je trouve. C'est vrai. En général, les thèmes experts, c'est froid, c'est l'espace, c'est l'exploration pure et dure, c'est voilà. Et là, je trouve qu'on a dans les actions, dans les cartes qu'on va trouver dans les maisons, des petites actions rigolotes. À chaque fois, ça va être tourné un peu de cette manière-là, et c'est assez agréable en fait. Ça change un peu. Ouais, c'est un jeu qui est gratifiant quand on y arrive, mais je veux dire on a dit on a que 15 actions, mais en fait il faut toujours trouver quel moyen détourner. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal aussi un jeu de cartes, parce qu'il y a des cartes qui vont te donner des actions que tu n'avais pas pu faire en te positionnant, et c'est là qu'en fait tu vas trouver les portes dérobées, les portes de sortie pour faire les actions que tu avais absolument besoin de faire, etc. Et les cartes, il y a ce côté un peu badge, un peu Terraforming Mars, Ark Nova, c'est-à-dire chaque carte que tu poses, il y a un petit badge dessus, et c'est ces badges qui vont te permettre de faire des petites missions dans la maison et de t'améliorer. Ou de jouer d'autres cartes, évidemment. Oui. Et c'est pareil, comme disait Ershad, sur la thématique, les badges, c'est un petit muscle parce qu'ils sont tu deviens plus costaud, ou est-ce que t'as plus d'intelligence, ou t'es plus habile, il y a les thèmes, le thème est assez agréable, je trouve, à ce niveau-là. Mais. Parce que ça ressemble pas mal aussi à Darwin's Journey. Ouais. Qui est du même auteur, globalement. Et, moi, un truc que j'aime bien dans Darwin's Journey, je suis nul aussi à Darwin's Journey, c'est la même chose, mais pour le coup, je trouve Darwin's Journey plus satisfaisant. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve dans Rats of Ristar, c'est quand on va faire l'exploration, les cartes, on les révèle pas. On sait pas ce qu'il y a en derrière. Et on va les révéler, ça va nous donner des bonus et des trucs comme ça. Mais souvent, des fois, ça tombe pas bien, les bonus, en fait. Et comme les cartes qu'on va jouer, il y a une rivière, mais on peut aussi piocher au hasard. Et en fait, tous ces trucs cachés, moi, en fait, c'est ça qui me pose presque problème. Parce que du coup, je me dis, je vais explorer le premier, je vais recevoir le bonus. Et alors, un joueur expert dirait oui, mais je sais pas, tu me diras. Et là, en fait, j'arrive, et en fait, c'est pas le truc qu'il me faut à ce moment-là. Et bien sûr, c'est normal, mais peut-être je devrais y aller sans attente. Mais du coup, c'est difficile d'aller explorer et d'avoir envie, et d'avoir un truc on n'a pas besoin à ce moment-là. Alors que Darwin's Journey, on prévoit à l'extension de Darwin's Journey. C'est ça qui est marrant. Oui. Oui. Je sais pas quoi répondre à ça. Je trouve que en fait, au final, ça fonctionne bien quand on a un peu d'expérience dans le jeu, quand on a, comme je disais, des portes de sortie, des plans B. En fin de compte, ça fonctionne. C'est vraiment un jeu où il faut s'adapter en permanence, c'est très compliqué. Ouais, c'est un jeu qui s'apprécie, c'est comme un bon vin, quoi. On pas trop en abuser, on n'y arrive pas avec modération. On n'y arrive pas tout de suite, et justement on a envie d'y rejouer pour justement essayer de réussir à gagner, encore une fois, contre soi-même, entre guillemets, si je peux être philosophe, mais contre le jeu, en fait. L'idée c'est de j'ai pas réussi ça, je sais où j'ai raté, du coup la prochaine partie je sais comment essayer de m'adapter un peu mieux, et puis progressivement il y a une grosse courbe de progression sur ce jeu-là. Ouais.
Non, après c'est très bien en fait, je râle mais je trouve ça super bien, c'est juste c'est trop frustrant. C'est vraiment très difficile mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Je le mets en dessous Darwin Journey pour avoir rejoué à Darwin entre-temps d'ailleurs. Après ça se joue bien à 2, à 3, à 4 hein. J'ai même fait une partie solo mais ça joue bien c'est moins bien, c'est moins À 4, c'est pas un peu long? À 4, c'est un peu long. Bah, on en avait fait une à 4. C'est peut-être un peu long et il y a peut-être plus d'adaptabilité encore, quoi. Ça va moins être facile de vraiment tirer il y a 3 personnes qui jouent avant toi. Profit de... ouais. Quoi dire de plus? Bah, rien. Bah, Ratio Vista, c'est un très bon jeu. Voilà. C'est au cas où. Bon, vous l'aurez compris, même quand Mickaël n'arrive pas à un jeu, ça n'empêche pas d'aimer. Hein. C'est pour ça qu'il avait mis Darwin Journey dans son top l'année dernière. Est-ce que Radwista sera dans notre top cette année? C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous hein, si vous voulez le savoir. C'est vrai, ça on dit jamais abonnez-vous, mais abonnez-vous. Mais ils osent pas, mais moi je vous le dis pour eux. Abonnez-vous pour pouvoir voir le top de fin d'année. Ouais. Mais vous savez déjà qu'il n'y aura pas Château Combo. C'est ce que je mets. Merci pour les commentaires récents qu'on a eu, ça fait trop plaisir. Et je sais pas si t'as vu le commentaire super sympa qu'on a eu. Bon, c'était super sympa. Je vous adore. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Normalement, il y aura Inori et d'autres jeux. Allez. Au revoir. Au revoir. Bon, on va jouer à Darwin Journey. Qu'est-ce que c'est? Et bah, c'était... Le Losers Club jeu en direct. À vous les studios. Va falloir conclure cette vidéo par contre. Ouais, faudra couper ça. Hein. Oui.